j'ai envie de dire que je suis l'autre vache à lunettes, mais la vache à lunettes rouges, parce que mon nom c'est Myriam Cohen-Velgrin. Myriam Cohen, c'est très commun, c'est un peu Jacques Martin, et quand je dois rentrer mon nom, c'est toujours déjà pris, ce qui est un symbole en soi, et du coup j'ai pris l'habitude de raccourcir le nom en mettant Cohen-Velgrin, C-O-W, c'est Mirkao, la vache à lunettes rouges. Voilà. Ça me fait plaisir d'avoir un point commun de plus avec toi, Anne. Mais donc, alors, c'est ça le truc pour faire passer. Ouais. Donc, comme on disait, dans ma vie de tous les jours, donc, je suis présidente de Mars Pet Nutrition Europe. Et donc, c'est Mars, pas les chocolats que tout le monde connaît, hein, les M&M, la barre Mars, etc. C'est des produits pour les animaux. Je suis très attachée aux animaux, en fait. Et puis, dans mon autre vie de tous les jours, en fait, j'écris des livres. Et puis, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, dans ce livre, je raconte un peu qui je suis. Et qui je suis là, vous le voyez, en fait, on me reconnaît au milieu avec les lunettes. C'est moi avec mes 3 filles. Et mon chat, qui est en fait une chatte. Mais on ne peut pas tellement dire... mes trois filles et ma chatte, c'est un petit peu gênant. Donc, c'est pour ça que je dis mes 3 filles et mon chat. Et ces 3 filles, elles sont importantes dans l'engagement que j'ai vis-à-vis de l'empowerment des femmes dans le monde. Évidemment, parce que j'ai moi-même eu à vivre ce que c'est qu'être une femme dans une entreprise et puis tous les obstacles qui ne se nomment pas, qu'on rencontre au quotidien. Mais c'est aussi parce que j'ai 3 filles et que... J'espère de tout cœur que ces 3 filles pourront déployer leurs ailes dans un monde qui sera plus favorable. Voilà. Et donc, je le prends aussi comme une cause personnelle de contribuer à faire que le monde dans lequel elles évolueront sera plus simple. Et évidemment, et ça j'en suis absolument convaincue, et vous le verrez quand je vous dirai en fait, parce que quelque part j'ai envie de transmettre des choses, et dans ce que je transmets, je parle beaucoup de mon il. Parce que j'ai mes L, il y en a beaucoup dans la maison, mais il y a aussi un il. C'est donc mon compagnon de vie. Et j'insiste sur ça parce que j'ai un des conseils que je donne et qui est vraiment de bien choisir son il pour pouvoir devenir la elle qu'on veut devenir. Et donc voilà, je lui rends hommage, d'autant qu'avec 3 filles, une chatte et une femme, la vie n'est pas toujours simple pour lui. Donc j'avais envie de dire un hommage, mais c'est une sorte de famage. À mon guide. Alors, pourquoi je suis là? Je suis là, je l'ai expliqué, parce que j'ai eu affaire à ce que c'est qu'être une femme en entreprise, mais c'est aussi pour des raisons plus fondamentales et qui sont liées à l'enfance. Il se trouve que moi, j'avais un frère qui avait juste 12 mois de plus que moi, qui était mon idole, et tout ce qu'il faisait, je le faisais. Et donc, il jouait beaucoup au foot, et donc je jouais beaucoup au foot. Et j'étais très bonne au foot. Et un jour... une espèce de nulle m'a dit « Tu joues bien au foot pour une fille ». Alors qu'il ne savait pas faire des petits ponts comme je savais faire. Et puis, il ne savait pas passer une roulette comme je savais faire. Et quelque part, quand je dis « une espèce de nulle », parce que je l'ai vécu vraiment comme une agression, quelque part, ce « pour une fille », je l'ai vécu comme une injustice terrible. Et puis ce « pour une fille » s'est répété à plusieurs reprises, de façon plus ou moins pernicieuse. Et ça... réveiller en moi une espèce de révolutionnaire que j'appelle Olympe Castor et qui se réveille régulièrement. Donc Olympe, parce que évidemment Olympe de Gouges, celle qui a écrit les premiers droits de la citoyenne, en même temps qu'on écrivait les droits universels sans parler des femmes. Et puis Castor, parce que Simone, forcément, qui s'appelait De Beaver, Sartre l'appelait le castor, donc Olympe Castor. Et vous verrez que j'essaye vraiment de dire, c'est pas cette espèce de féminisme que je déploie pour empowerer les femmes, en fait, c'est pas du tout un féminisme vindicatif, et c'est un féminisme joyeux. C'est un féminisme qui va tenter de créer les ponts et de permettre à chacun de se comprendre et de se trouver pour devenir qui il est. Et c'est donc très très lié au programme de Ève, puisqu'au fond, Ève, c'est oser être soi-même. Hein, voilà.
Et alors pourquoi je suis là? Je suis là aussi parce qu'il y a eu, donc évidemment ce que je raconte là, ça a été un énorme étonnement, que évidemment j'ai surmonté, mais je l'ai surmonté en me disant je ne suis pas, on m'a dit t'es un garçon manqué en fait, puisque je joue au foot, etc. Et moi j'ai dit je ne suis pas un garçon manqué, je ne suis pas une fille manquée, en fait je suis une fille réussie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a porté. Et ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être une petite blague, mais c'est une petite blague qui a beaucoup de sens parce qu'elle touche au stéréotype de ce qu'on est censé devenir chacun en fonction de son sexe. Et de détourner le sujet en le prenant autrement et en disant qu'on peut être une fille réussie et pas un garçon manqué, c'est une manière positive de voir les choses. Bon. Et je suis là aussi parce que j'ai eu un deuxième étonnement. Ce deuxième étonnement, je l'ai vécu dans une vie antérieure, au moment des évaluations de fin d'année. Donc vous connaissez ce moment, hein, le moment où on dit ah, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour changer. Et à ce moment-là, c'était un moment où j'arrivais à un niveau où je pouvais devenir directeur et on m'a dit c'est très très bien au niveau des compétences, tu as bien acquis ton métier, maintenant il y a un enjeu. Et il y a eu un petit suspense là, et après on m'a dit en fait tes lunettes, elles font pas très sérieux. Et bon, entre le petit blanc, il y a un enjeu, et tes lunettes font pas très sérieux, je dois dire que sur le coup j'ai été assez frappée. Et on m'a dit tout va très bien, t'as juste à changer de lunettes, et comme ça t'évitera de perdre en crédibilité. Et tu pourras représenter l'entreprise. Parce que tu arrives à un niveau hiérarchique où tu es coopté pour pouvoir représenter l'entreprise. Ça, c'est la tête que j'ai fait quand on me l'a dit. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas changé de lunettes. J'ai changé d'entreprise. Et en fait... j'ai changé d'entreprise et je suis vraiment, a posteriori, assez ravie qu'il me soit arrivé cette aventure parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre conscience de ce que signifiaient ces lunettes que je portais comme Monsieur Jourdain fait de la prose, sans vraiment savoir pourquoi. Et je les portais parce que ces lunettes, pour moi, elles sont le symbole d'un certain regard sur le monde, un regard un peu iconoclaste, un regard passionné, le rouge de la passion, et puis différent. Voilà. Alors, je dois reconnaître que depuis que je raconte mon histoire de lunettes rouges, je finis par comprendre que je commence à être ghettoisée dans la personne à lunettes rouges et que peut-être que je vais changer mes lunettes, mais pour d'autres raisons. Parce que, évidemment, c'est qu'un symbole et que j'ai d'autres lunettes très rigolotes parce que j'adore les lunettes et que j'aimerais aussi avoir le droit de continuer à mettre mes lunettes qui ne sont pas mes lunettes rouges. Mais c'est un autre sujet. Alors, dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle donc « Et tu oseras sortir du cadre », j'essaye de raconter un petit peu toutes les lois en fait, que j'ai comprises, les lois de gravité en fait, qui tirent les femmes vers le bas et qui tirent les hommes aussi vers le bas, parce que si les femmes sont tirées vers le bas, les hommes sont tirés vers le bas, parce que évidemment ils ont beaucoup à gagner, nous avons beaucoup à gagner à la coexistence joyeuse. Et donc vous voyez ici, j'ai juste choisi une des lois, il y a 5 lois de gravité dans mon livre, mais c'est juste pour expliquer que c'est pas du tout en se prenant au sérieux que j'ai élaboré ces lois, il y a beaucoup de fantaisie, et cette loi, c'est la loi à laquelle je tiens le plus. C'est la loi que j'ai appelée la loi de l'équarrissage. Et en fait, c'est la loi qui fait que, en fait, on est amené à porter des masques, qu'on est amené à se conformer, et vraiment conformer. Moi, j'avais une certaine... j'étais réfractaire à ce genre de conformatage. Et je pense qu'en prenant conscience de l'existence de cette pression à la conformité, on est plus à même d'y résister. Alors, j'essaie de résumer les messages en fait que je voulais faire passer, sachant que c'est pas du tout comme ça que le livre est structuré, c'est un peu raconté comme un récit plutôt fun. Mais les messages en fait que je veux faire passer, et le premier message est un message qui est éminemment, qui est beaucoup porté par Ève
Hein, c'est parce que je suis une évienne, une des premières éviennes, que j'ai pu formaliser cette chose-là de cette manière. Mais c'est cette notion qu'en fait, les femmes sont co-responsables du plafond de verre qui les limite. Elles sont co-responsables et donc elles peuvent agir dessus sans avoir à attendre rien des autres dans un premier temps. Donc, ça, c'est ce que vous voyez là, c'est le fameux graphique qu'on voit partout. Où on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la chefitude, donc au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, bien, on voit le pourcentage des femmes qui diminue. Et très souvent, et de plus en plus, surtout chez les cadres, il y a plus de femmes au début que d'hommes, parce qu'en fait, les femmes réussissent plutôt mieux à l'école parce qu'elles sont formatées pour ça, si j'ose dire. Et c'est d'ailleurs ce qui les handicape derrière, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Mais donc voilà. Et cette courbe-là, moi, c'est une courbe que j'appelle la courbe du crocodile. Il faut un petit peu d'imagination pour voir le crocodile, mais c'est un crocodile d'entreprise. Donc au naturel, le crocodile se met sur la berge au soleil et ouvre la bouche, c'est comme ça qu'il se thermorégule. Dans l'entreprise, visiblement, il a très très chaud, parce que plutôt, il a plutôt froid, et il ouvre la bouche, et il ne se thermorégule pas du tout, et la bouche reste vraiment bien ouverte. Alors je dois dire que ça a été aussi mon deuxième étonnement. Parce que j'ai longtemps cru, et c'était pas évident, je trouve, pour les femmes de notre génération, de croire que ça allait continuer. Parce que oui, on voyait bien que les femmes n'avaient pas été traitées de la même manière, les femmes des générations antérieures, c'était difficile de passer à côté. Mais par contre, comme on avait accédé à l'école, on avait eu ce discours que pour nous ce serait différent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru. Et quand je suis arrivée dans mon entreprise, il y avait autant de femmes que d'hommes, on avait le même salaire, et honnêtement, je n'ai pas pensé une demi-seconde qu'il allait se passer qu'on aurait à faire face au crocodile d'entreprise. C'était un étonnement. Et du coup, l'Olympe Castor qui est en moi, que vous pouvez reconnaître, a pris le sujet d'agir pour essayer de fermer la gueule du croco d'entreprise. Voilà. Et c'est l'objet un peu de ce livre. Alors, quand j'ai commencé à me rendre compte, en fait, de l'existence de ça, c'est quand j'ai commencé à voir qu'au fur et à mesure que je montais dans la hiérarchie, ben, il y avait de moins en moins d'hommes. Pardon. Alors là, le lapsus... Le lapsus était magnifique. Il y avait de moins en moins de femmes. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas du tout qu'il y ait de moins en moins d'hommes, parce que je pense que c'est vraiment l'équilibre qui est clé. Hein, parce que dans mon entreprise, il y a certaines fonctions où je lutte pour qu'il y ait plus d'hommes. Donc c'est vraiment un équilibre dont je parle. Mais bref, quand j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de femmes et qu'il y a eu des moments où je me suis retrouvée toute seule dans la table du comité de direction, je me suis dit, mais où sont ces femmes? Un peu comme dans Alfred Jarry, où est la trappe à faire disparaître les femmes. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de trappe à faire disparaître les femmes. Mais par contre, il y avait un certain nombre de choses liées à l'éducation qu'on recevait et qui faisaient qu'on n'était pas neutre dans notre façon d'apprécier la performance des femmes et qu'on n'était pas neutre dans la façon que les femmes, nous avions d'ambitionner les choses. Et que donc ces biais, en fait, je les ai représentés par ces petits singes, parce que ces singes, en fait, c'est les singes qui nous gouvernent, c'est la partie ctonienne de notre cerveau qui véhicule tout ce qui nous a été passé de génération en génération. J'ai rencontré une neurologue qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit qu'il fallait 6 générations pour que les choses changent. Donc c'est bien normal qu'à partir du moment où on commence à dire que ça doit changer, il faut du temps pour arriver à changer les choses. Et il y a d'ailleurs des biais qui ont été, des tests qui ont été mis en place pour mesurer si on a des biais. Moi, j'ai passé le test et j'ai été horrifiée de constater que j'avais des biais. C'était une grande surprise pour moi. Et donc, en fait, la conclusion, c'est donc de dire qu'on ne peut pas échapper à l'éducation qu'on reçoit, à la pression sociale qu'on ressent, à la sociabilisation primaire et secondaire qu'on reçoit dans une société, et que donc, eh ben, dans le contexte, et en attendant les 6 générations qu'il faut pour qu'on ait vraiment changé et qu'on n'ait plus d'erreurs de parallaxe, eh ben, il faut créer les conditions, en fait, pour qu'on les neutralise. C'est bien.
Et donc voilà pourquoi j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on transforme les oies blanches en tigres du Bengale. Au début, dans mon livre, j'avais dit les bécasses, parce que ça me faisait rire de me représenter en bécasse. Et puis on m'a dit que c'était un peu fort, que c'était un peu agressif et que tout le monde n'assumerait pas la bécasse. Alors je les ai appelées les oies blanches. Mais la volonté de transformer les oies blanches ou les bécasses en tigres du Bengale reste intègre. Donc j'ai identifié, enfin quand je dis j'ai identifié, c'est de la vulgarisation, hein, ça se trouve partout dans la littérature sur les femmes. Mais les 5 erreurs de oies blanches que moi en tout cas j'ai faites et que j'aurais adoré qu'on m'explique pour gagner du temps, parce que je suis un peu tombée de temps en temps quand j'ai fait ces erreurs-là, et donc j'ai à cœur de les transmettre. La première, c'est l'erreur liée à la perfection. En fait, on attend, dans la socialisation classique qu'on reçoit, on attend des femmes qu'elles soient plus obéissantes, qu'elles soient plus attentionnées, plus rigoureuses dans le travail. Et de fait, c'est ce qu'on constate à l'école. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles réussissent mieux à l'école. Et le problème, c'est qu'elles arrivent en entreprise, dans un monde qui a été créé par les hommes pour les hommes, puisque au début il y avait que des hommes, et qui donc véhiculent les valeurs plus masculines. Et de ce fait, les règles de l'école ne s'appliquent plus. Et donc, à l'école, quand on fait un exercice et qu'on dit exercice 1, 5 points, exercice 2, 10 points, exercice 3, 5 points, on sait exactement quelles sont les règles du jeu, on les applique et on surperforme. En entreprise, c'est pas du tout ça. Et le perfectionnisme, en fait, est un handicap, parce que ça peut mener au surmenage, ça peut mener à une surqualité, en fait, qui n'est pas reconnue du tout. Et donc c'est pour ça que je pousse la fameuse loi de Pareto qu'on voit en économie, mais appliquée au travail des femmes en entreprise, comme les hommes savent bien le faire, et qui consiste à dire le 20% du temps qui fait le 80% du résultat. Et le reste du temps, il faut passer le temps à faire savoir ce qu'on fait, parce que c'est aussi ce qui est très important. Et ça m'amène à la deuxième erreur d'oie blanche, qui est très liée à l'erreur numéro 1, parce que quand on est sur la surqualité, on a moins de temps pour aller faire savoir ce qu'on fait. Et le faire savoir est très très important, parce que c'est comme ça que fonctionne l'entreprise. La pensée magique qui consiste à croire qu'ils vont s'en apercevoir parce qu'on l'a super bien fait, non, ils ne s'en aperçoivent pas la plupart du temps. Ni elle d'ailleurs, hein. C'est juste que l'entreprise n'est pas faite pour ça, elle n'est pas organisée pour ça, et donc pour qu'on sache ce qu'on fait, il faut le faire savoir. La troisième erreur d'oie blanche, et j'assume complètement mon si tu doutes, simule, la troisième erreur d'oie blanche, c'est une erreur autour de je ne suis pas prête, je ne vais pas y arriver. Et en fait, moi, je le constate au quotidien en entreprise, c'est-à-dire que quand on dit à une femme, tu vas être promue, tu vas faire ça, elle commence par dire, ah non, c'est pas possible, il me manque ça et ça et ça, je vais jamais y arriver. L'équivalent masculin est plus, ok, c'est quoi l'étape d'après, et tu es sûr que ça va construire ma carrière, et je caricature, hein, mais c'est pas pour dire que l'un est bien et l'autre est mal ou vice-versa, c'est juste pour dire que c'est des façons de rentrer dans les choses qui sont différentes, et que dans un certain cas, selon les règles actuelles de l'entreprise, c'est un handicap qu'il faut corriger. Et donc ça mène au classique syndrome de l'imposteur qu'il faut absolument travailler. Et donc il y a une psychologue de Harvard que j'adore, qui s'appelle Amy Cuddy, j'imagine que certaines d'entre vous la connaissent, qui raconte qu'en fait quand on prend les postures de mâle alpha, en fait on agit sur son cerveau, c'est-à-dire qu'on diminue la testostérone, on augmente la testostérone, on diminue la cortisol, on se rend plus apte à se battre, à convaincre, à réussir. Et elle a vraiment fait toutes sortes de tests différents pour le démontrer. C'est assez patent et c'est assez génial. Et donc moi, je me suis dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que des singes alpha. Il peut aussi y avoir des femelles alpha. En tout cas, pas que des femelles bêta. Et donc après, la quatrième erreur d'oie blanche, c'est l'erreur de ce que j'ai appelé le syndrome d'Atlas. En fait, c'est de prendre tout sur ses épaules et de pas balancer sur le côté, au-dessus, en dessous, partager la tâche, en fait. Ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure sur le heal. Personnellement, je ne connais pas de femmes qui arrivent
au plus haut niveau dans l'entreprise sans avoir organisé un système qui fasse que les tâches soient partagées et qu'elles puissent partager soit avec leur conjoint, soit avec une famille qui est accompagnante. Et quand je dis ça, je ne dis pas que tout le monde doit avoir envie d'aller en haut, peu importe, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est là où on veut aller. Quoi qu'il arrive, on a besoin d'être aidé et qu'on a dans notre cerveau octonien cette notion qu'il faut qu'on assume et qu'on en prenne toujours plus un peu. Et c'est pas, non seulement c'est pas nécessaire, mais c'est pas très efficace en fait. Et là, je pense que quelque part, quand les femmes arriveront à faire ça, ça donnera aussi une place aux hommes pour jouer un rôle avec les enfants et avec les choses de la famille qui sera aussi très valorisante et oui, source de plénitude pour les hommes aussi. Et la dernière erreur de Bois Blanche que j'explique dans mon livre, c'est le fait de sortir de sa grotte. Parce que, en tout cas, moi, j'ai fait cette erreur pendant des dizaines d'années. C'est bien triste de devoir parler en dizaines d'années, mais bon, c'est un peu ce qui m'arrive. Où j'avais jamais le temps pour aller faire les trucs à l'extérieur, comme je suis en train de faire là. J'avais jamais le temps. J'avais toujours d'autres choses plus importantes à faire. Et c'est une grave erreur parce que le frottement avec l'extérieur, ça enrichit, ça fait voir d'autres horizons, ça permet d'être visible sur le marché, ça donne une valeur sur le marché dont on ne se rend pas du tout compte quand on reste dans sa grotte. Donc pour faire tout ça, évidemment, il faut apprendre à dire non. Et c'est vraiment pas une chose simple, en tout cas moi, c'était pas quelque chose qui m'était naturel de dire non. Et le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas de oui sans non, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais envie de dire oui à des choses, mais je comprenais bien que à force de dire oui à tout, il y avait des choses qui se décidaient malgré moi et ce n'est pas forcément les choses que j'aurais choisies si j'avais dû choisir. Et du coup, ça m'amène à dire que dans l'entreprise, pour arriver à faire tout ça, c'est neutraliser ces erreurs de Bois Blanche dans l'entreprise, il y a maintenant beaucoup de littérature qui montre qu'on a identifié les leviers qui marchent, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Et dans ceux qui marchent, il y a évidemment le fait de faire du networking, parce que le networking de femmes, ça permet de libérer la parole et ça permet surtout de se rendre compte qu'on n'est pas seul face aux difficultés qu'on rencontre. La deuxième, c'est d'avoir des mentors. Parce que les mentors, ils aident à se relever quand on tombe, ils aident à mieux lire le jeu, ils aident à décrypter ce qui est en creux, ce qui est dit en creux dans les règles de l'entreprise qu'on ne comprend pas forcément naturellement. Et puis après, la notion de mieux tenir compte des cycles de vie, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc en fait, l'ambition de ce livre, et c'est pour ça qu'il y a cette image sur le livre, de la couverture du livre que vous avez vu, c'est l'idée qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est le premier message, on est co-responsable de ce plafond de verre et en se prenant en main et en agissant sur soi-même, en prenant conscience de ses biais, en essayant de les neutraliser, on est déjà à commencer à avancer. Et après, le pendant de cette idée-là, c'est que seul, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et de mon point de vue, et c'est vraiment une idée que je défends chez Mars, mais que j'ai défendue dans plein d'autres entreprises, je pense que l'entreprise a un devoir, et le mot devoir est un mot fort, mais que j'assume, de créer les conditions qui permettent de neutraliser ces biais. Elle a ce devoir parce que, d'abord, le business case, il a été fait, c'est-à-dire qu'on démontre que quand il y a un minimum de femmes dans les comités où on prend les décisions, eh bien, il y a des meilleures performances. Et évidemment, ça ne dit pas qu'il faut qu'il y ait que des femmes et que des hommes, c'est vraiment l'équilibre des deux parce que chacun apporte des aspects qui sont différents, mais il y a une meilleure innovation, il y a une meilleure performance financière. Ça, maintenant, il y a une tarte à la crème d'études en tout genre qui circulent. Donc ça, créer les conditions, c'est, voilà, il est 6 heures, tu prends ton après-midi quand il est 6 heures, la réponse c'est non. Je ne prends pas mon après-midi, c'est normal de partir à 6 heures et c'est normal de ne pas faire des réunions après 5 heures parce que c'est normal d'avoir une autre vie en dehors du boulot et que moi j'ai beaucoup bossé en France et à l'étranger. En France,
on a une espèce de biais mental qui consiste à croire que le présentéisme, c'est une preuve d'engagement pour l'entreprise. Et c'est inefficace, mon expérience. Et j'ai beaucoup bossé dans plein de pays où on finit à 5h, 5h30, on n'est pas moins efficace. Voilà, donc ça, je m'insurge contre cette chose-là. Et après, dans ce que les entreprises peuvent faire, c'est aussi, et c'est les entreprises, mais c'est aussi, donc l'entreprise peut décider d'imposer des objectifs et la société peut décider d'imposer des quotas. Moi, pendant très longtemps, j'ai été contre les quotas, j'en ai un peu honte maintenant, mais c'était comme ça, je trouvais que c'était une injustice, que c'était idiot de remplacer une injustice par une autre injustice. Et puis j'étais vraiment, comme je vous l'ai dit, convaincue qu'avec l'arrivée des femmes qui avaient été éduquées comme les hommes et tout, ça allait changer naturellement. Et en fait, ce qui s'est passé avec la loi Copé-Zimmermann m'a juste un peu dessillé les yeux, puisque ça faisait des dizaines d'années qu'on disait qu'il faut que les femmes se développent dans les conseils d'administration, qu'on stagnait à 17% de femmes dans les conseils d'administration. Et en 5 ans, on est passé à 42%. C'est la démonstration éclatante que pour lutter contre ces biais, imposer des objectifs est une manière de forcer tout le monde, les hommes à regarder les femmes qui peuvent nommer et les femmes à se considérer comme potentiellement nommables, parce que c'est dans les deux sens que les biais existent, pour aboutir à corriger l'équilibre. Moi, je considère qu'entre 40-60, dans un sens dans l'autre, on a suffisamment de présence de l'autre sexe pour être capable de tempérer et d'apporter ce que chacun a apporté. Voilà. Et après, dans les différentes choses que l'entreprise peut faire, j'ai parlé du mentoring, du networking, de l'imposition d'objectifs par le haut pour vraiment montrer l'intentionnalité. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pas parce que j'ai travaillé dans les yaourts et que j'ai été marquée par les dates de péremption, mais un peu peut-être quand même. C'est que quand on regarde ce qui se passe dans le cycle de vie des femmes, on voit que si on regarde en gris les femmes, quand elles ont entre 30 et 40 ans, en fait, c'est une courbe qui marquerait, une courbe imaginaire qui montrerait la disponibilité des femmes pour l'entreprise. Et on voit bien qu'il y a un gap de disponibilité des femmes entre 30 et 40 ans parce que c'est le moment hyper intense où les enfants sont petits et il faut s'en occuper. Et quand on regarde l'exigence de l'entreprise, l'exigence de l'entreprise ne s'adapte pas en fait à ces spécificités liées au cycle de vie des femmes. Et en plus, c'est aggravé par le fait qu'on a une façon de nommer les dirigeants en créant des fenêtres qui sont complètement artificielles et qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire qu'après 45 ans, si on n'a pas été nommé directeur ou directeur général, il y a pratiquement zéro chance de le devenir. C'est ce que j'ai appelé l'effet Alicia Florrick, pour ceux qui sont dingues de The Good Wife, la série. Elle, c'est le contre-exemple absolu et parfait, puisqu'elle a arrêté de travailler, elle était brillante, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Puis quand ses enfants ont grandi, elle a eu très envie de retourner travailler, puis elle avait beaucoup de mal. Et elle a pu retrouver un travail grâce à un ancien amant. Et évidemment, comme elle était très forte, elle a réussi à rattraper et à arriver à devenir partenaire en ayant largement dépassé la date de limite de nomination. Voilà. Donc il n'y a qu'une raison, il n'y a pas de fatalité, et ça c'est des choses qu'on peut travailler pour mieux s'adapter au rythme des femmes. Et je le dis d'autant plus que je pense que cette problématique est une problématique des femmes aujourd'hui. Ça sera une problématique de tout le monde demain, parce que la relation au travail des jeunes générations est très très différente. Et les jeunes générations, ils vont vouloir faire des tours du monde, ils vont vouloir s'investir pendant un temps donné sur d'autres types de projets et potentiellement se détacher un temps de l'entreprise. Et il n'y a aucune raison qu'on les en empêche. Au contraire même, parce que ça veut dire qu'ils vont se ressourcer, qu'ils vont devenir plus riches et qu'ils auront plus à apporter. Mais donc ça exige qu'on ait une façon un peu moins conventionnelle de regarder les parcours dans l'entreprise. Voilà. Donc, moi, j'avais une idée folle qui était de dire, et pourquoi on ne ferait pas le grand retour des femmes qui ont été mises de côté et qui pourraient tout à fait, en boomerang, se développer, surtout quand on est dans une logique où on cherche à développer les femmes, et on dit, où sont-elles? Ben voilà. Alors, la dernière idée que je voulais passer dans ce livre-là, c'est que on parle des femmes, mais bon, c'est parce que c'est la plus grande minorité, c'est même pas une minorité, hein, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais
Parce que chez les femmes, en travaillant la problématique de l'intégration et de la diversité, de la diversité et de l'intégration des femmes, on travaille toutes les diversités, parce que toutes les diversités sont présentes dans les diversités des femmes. Il y a des femmes homosexuelles, il y a des femmes d'origine sociale CSP+, les femmes, en travaillant les femmes, on arrive à travailler. Si on résout les problématiques que les femmes rencontrent en entreprise, on résoudra une grande partie des problématiques que les autres minorités rencontrent. Et c'est ce que j'essaie d'illustrer là en disant que, in fine, travailler avec les femmes, c'est aussi travailler avec quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'environnement puisque j'ai été pendant 4 ans responsable de la transformation environnementale de Danone. Et il y a une loi de la nature que j'ai appris qui m'a beaucoup marqué, et c'est la loi des écosystèmes, qui explique qu'en fait un écosystème est bien plus résilient quand il est constitué d'espèces diverses. S'il y a un grand stress, s'il n'y a qu'une sorte d'espèce, une grande partie des espèces disparaissent et donc l'écosystème perd sa fonctionnalité. C'est la même chose en entreprise, j'en ai la conviction absolue. C'est-à-dire qu'on a besoin des gens qui ont de la hauteur, on a besoin des gens qui sont des créatifs, on a besoin de gens qui voient loin, on a besoin de gens qui ont une vision la nuit. Enfin, la diversité en entreprise, en fait, est le garant qu'on est capable de lire mieux les différents signaux faibles que l'environnement nous donne. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un monde qui bouge extrêmement vite et que ça demande une grande agilité. Ceux qui vont survivre dans les entreprises, ce n'est pas ceux qui sont les plus gros ou les plus forts, c'est ceux qui seront les plus agiles pour s'adapter à toutes ces transformations qui sont en cours et qui s'annoncent. Et rien de plus que la diversité ne permet de s'aguerrir face à ça. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu une de mes conclusions. C'est un concept japonais que j'adore, que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais c'est le concept de l'ikigai. Et en fait, c'est que quand on fait ce qu'on aime et qu'on fait ce dont le monde a besoin, on est en mission. Quand on fait ce que le monde a besoin et qu'on est payé, on a une vocation. Quand on fait ce qu'on sait bien faire et que c'est pour ça qu'on est payé, on a une profession. Et quand on fait ce qu'on sait bien faire et ce qu'on aime, on a une passion. Mais le Graal ultime, en fait, c'est de faire ce qui permet, c'est ce que les Japonais appellent l'ikigai, c'est de faire en fait ce qui est à l'intersection de toutes ces envies-là et qui permet en fait de bouger des montagnes et de devenir soi-même. Voilà. Donc, si j'ai une conclusion à faire, c'est de bien se rappeler que les superwomen n'existent pas. Et que donc, il faut prendre son destin en main en se faisant aider et oser. Voilà.